Bonjour, chers étudiants. Dans ces conditions très difficiles de confinement, je vais essayer de vous préparer le cours sous format vidéo. On va enchaîner sur notre 8e en étudiant l'histologie des organes des végétaux supérieurs. On commence par la définition. Chez les végétaux supérieurs, les organes sont constitués de cellules qui ont la même organisation et la même fonction. Ce groupement de cellules est appelé tissu. Il est composé de cellules qui sont différenciées et fonctionnelles. On distingue en fait différents types de tissus. On a les parenchymes, les tissus protecteurs, les tissus de soutien, les tissus sécréteurs et les tissus conducteurs. Tous ces tissus-là, adultes, proviennent de tissus indifférenciés embryonnaires qui s'appellent les méristèmes. Et l'étude de l'ensemble des tissus, c'est l'histologie. Les plantes se développent donc grâce à ces méristèmes qui constituent les tissus de croissance et par lesquels on va commencer notre étude détaillée des tissus végétaux. Et ces méristèmes-là, ils se forment de petits groupes cellulaires appelés cellules souches. Ils se présentent sous différentes formes, en différents lieux de la plante et ont des fonctions qui sont variées. Ils se trouvent en effet au niveau des bourgeons, au niveau des extrémités racinaires et sur la longueur des tiges. Ils produisent de nouvelles cellules d'une manière continuelle, bien sûr, en dehors de leur période de quiescence. C'est quoi la période de quiescence? C'est la période de repos, d'accord, de ces tissus méristématiques. Et cette période de repos, dite aussi de quiescence, se traduit par une interruption de l'activité des méristèmes. On distingue deux grands types de méristèmes. On a les méristèmes dits primaires et on a les méristèmes dits secondaires. Et pour vous simplifier un peu la tâche, vous voici un schéma qui vous localise ces deux types de méristèmes, primaires et secondaires, tout le long d'une plante. Le support plante que je vous présente ici, c'est une plante de tomate avec tout l'appareil végétatif, la partie racinaire souterraine et la partie aérienne formée par la tige, les rameaux, les feuilles et les fleurs qui vont se transformer en fruits. Donc sur cette plante-là, on voit bien tout ce qui est en bleu. Ça fait référence au méristème primaire, dit aussi apicaux, qui assure la croissance longitudinale et qui vont veiller à l'élaboration des organes comme les feuilles, les fleurs, les bourgeons axillaires et les racines. Et la flèche en rouge fait référence aux méristèmes secondaires ou latéraux qui assurent la croissance radiale et qui vont donner naissance aux tissus vasculaires secondaires et aux tissus de revêtement. Ça assure une croissance en épaisseur des organes. Détaillons maintenant les méristèmes primaires. Ils sont responsables, comme je viens de le dire, de la croissance dite primaire. Ils sont situés à l'extrémité des axes et produisent une croissance en longueur, bien sûr. Ce sont les apex des racines, les bourgeons apicaux qui se trouvent à l'extrémité des tiges et des rameaux, et les bourgeons axillaires qui se trouvent à l'aisselle des feuilles. Ça s'appelle aussi les méristèmes axillaires. D'accord? Les entre-nœuds aussi présentent des méristèmes dits intercalaires ou latérales qui s'étendent tout le long de l'entre-nœud. Et vous voici un schéma récapitulatif qui vous montre l'emplacement des méristèmes apicales de la tige et axillaires au niveau des bourgeons, les méristèmes apicaux des racines, mais aussi les méristèmes latérales qui se trouvent tout le long de la partie de l'entre-nœud qui sont visibles ici sur cette coupe transversale. Un autre schéma beaucoup plus explicatif, qui vous montre la localisation des méristèmes primaires apicaux au niveau des bourgeons et des apex, mais aussi au niveau des racines, et les méristèmes axillaires, ici, à l'aisselle des bourgeons et des feuilles, et là, ce sont les méristèmes intercalaires tout le long des entrées. Les cellules méristématiques primaires, je l'ai dit auparavant, se divisent activement et présentent des caractères cytologiques particuliers que je vais vous résumer. Donc, ce sont des cellules de petite taille, des cellules isodiamétriques qui ont presque la même taille et qui sont plus ou moins arrondies avec des vacuoles très réduites de petite taille, nombreuses bien sûr, mais réduites et de petite taille, des plastes rudimentaires et de nombreuses mitochondries avec une paroi cellulaire
qui est mince et un noyau généralement central. Les cellules sont parfaitement jointives avec absence de méa. Une cellule méristhématique, elle est caractérisée bien sûr par son caractère indifférencié. C'est une cellule qui n'est pas encore fonctionnelle. Sa fonction, c'est se diviser et se différencier en une cellule fonctionnelle. Le tableau suivant, qui est devant vous, vous résume les caractères cytologiques que je viens de vous citer. En termes de localisation, les cellules méristhématiques sont spécialement localisées au niveau des extrémités des tiges et des racines, mais aussi sur la partie latérale tout le long des entrenœuds. Leur rôle, c'est d'assurer la croissance en longueur. Ce sont des petites cellules polyhydriques isodiamétriques. Leur noyau est sphérique, volumineux et occupe le centre de la cellule. Il est très riche en chromatine. Un cytoplasme qui est dense et abondant, riche en réserve, surtout en réserve d'amidon, avec un vacuum, de très nombreuses vacuoles et de très petite taille, bien sûr, avec un contenu qui est très concentré. La paroi elle est pectocellulosique et mince, avec absence de méa, puisque ce sont des cellules qui sont parfaitement jointives. Donc, pour reconnaître ces cellules méristhématiques primaires, vous voici une observation d'une cellule végétale méristhématique au microscope électronique à transmission. Sur la gauche, contrasté à l'acétate d'uranyle et sur la droite avec le test PATAG, mais on voit bien les caractéristiques cytologiques que je viens de vous citer, une paroi mince, un noyau volumineux et central avec des vacuoles de petite taille, des mitochondries et tous les organettes cellulaires qui caractérisent la cellule végétale. Au cours de l'embryogenèse, des cellules, bien sûr, vont se multiplier d'une manière active au niveau des méristèmes. Elles vont être constituées principalement de deux populations. On a la population dite méristème apical collinaire, le MAC, et le méristème apical racinaire ou bien le MAR. Les trois lettres, MAC et MAR, ce sont les initiales des phrases méristème apical collinaire, méristème apical racinaire. On commence par le méristème collinaire. Il a un double rôle. Un rôle histogène, puisqu'il crée des tissus conducteurs, et un rôle organogène, puisqu'il assure la création des bourgeons, des feuilles, des tiges, et aussi des fleurs, des éventuels fruits, éventuellement les fruits. Mais sachez, je vais vous évoquer ici en termes de remarque, que ce n'est pas rien que les cellules méristhématiques qui ont la capacité de donner des tissus et des organes, mais on a, dans des cas bien particuliers, les cellules parenchymateuses réparties tout le long de la plante peuvent se diviser, se différencier en divers types de cellules spécialisées, ce qui va permettre à la plante de régénérer les parties perdues. C'est le principe même du bouturage, parce que vous savez tous que les fragments détachés de certaines plantes ont la capacité de former des individus entiers. Une tige coupée ou bien un rameau coupé sur une plante entière, par exemple, peut émettre des racines adventives qui régénèrent la plante. Ça se voit sur cette photo-là qui vous montre un petit morceau prélevé sur une plante entière qui commence à émettre des racines adventives et puis des petites feuilles et des bourgeons qui vont assurer la formation des autres parties de la plante entière. Les méristèmes collinaires produisent donc, comme tous les méristèmes primaires, de nouvelles cellules d'une manière continuelle, en dehors bien sûr des périodes de acquiescence. On va obtenir rapidement une structure complexe à l'extrémité de la tige. Et cette structure complexe-là va assurer la formation des feuilles qui va commencer par l'apparition de ce qu'on appelle des ébauches foliaires qui sont sous forme de massifs de cellules programmées pour évoluer en feuilles. Mais on a aussi des ébauches qui vont évoluer en bourgeons ou bien en fleurs ou tout autre organe. Donc, vous voici une coupe longitudinale d'un bourgeon apical actif qui va vous montrer ça, la formation des éventuelles feuilles. D'accord? Donc, on commence par le 1. La légende, c'est le 1 fait référence à un méristème primaire apical actif. En 2, on a un méristème primaire axillaire qui est inactif. D'accord?
En 3, ce sont les feuilles néoformées, à partir de l'activité de ce méristème en activité. En 4, vous avez les feuilles précédemment formées dans le cycle N-1. En 5, c'est la nervure composée de vaisseaux conducteurs, la nervure principale de la feuille de la génération N-1. Et puis en 6, vous avez le futur parenchyme chlorophyllien qui va assurer la photosynthèse, qui va être formé par 2 types de parenchyme de cellules. On a le parenchyme palisadique et le parenchyme lacuneux, sur lesquels on va revenir par la suite. On arrive maintenant au méristème racinaire. C'est un méristème qui va édifier les organes souterrains de la plante qui constitue le système racinaire, dit encore système radiculaire. Et on distingue à ce niveau 2 types de méristèmes racinaires. On a le méristème racinaire apical, il va élaborer les tissus de la racine et de la coiffe, il est uniquement histogène. Et on a le méristème qui va former les racines latérales, il se différencie à partir du péricycle. Et la structure, le fonctionnement des ramifications qui vont prendre naissance à partir de ce méristème, ils sont identiques à celles qui vont prendre naissance au niveau du méristème apical de la racine. Ce méristème-là, il est par contre histogène et organogène. Il va générer des tissus racinaires, mais aussi une racine entière, alors que le premier, le méristème apical racinaire, il est uniquement histogène. Donc, vous voici la localisation de ces 2 méristèmes. On a sur la partie apicale, juste en dessus de la coiffe, la zone méristématique apicale, d'accord, qui se caractérise par une activité métotique très importante. Mais on a aussi le méristème racinaire qui n'est pas latéral, qui prend naissance à partir du péricycle, qui va donner naissance en premier à un primordium de racine latérale, vous voyez là, une ébauche de cellules qui se divisent activement, qui va donner par la suite une racine latérale émergente, d'accord, qui va évoluer en une racine bien développée. Donc, comme application pratique de l'étude et des connaissances sur les méristèmes primaires, on a ce qu'on appelle la culture in vitro des méristèmes, qui a été mise à jour en 1950 par les 2 scientifiques, Limasset et Cornuet, qui ont pu montrer qu'à partir d'une plante infectée virusée, on peut prélever des méristèmes qui ne sont pas infectés, qui peuvent régénérer une plante saine par culture in vitro. Ce procédé il est très utilisé actuellement en horticulture pour produire des plantes d'un même génotype. C'est une technique de multiplication asexuée et de production massive des plantes d'une manière biotechnologique, en faisant référence à la culture végétative, à la culture in vitro, pardon. Et vous voici une chambre de culture in vitro avec toute l'infrastructure qui va permettre la réussite de la culture des méristèmes. On arrive maintenant au méristème secondaire. Il n'existe que c'est un type de méristème qui ne sont présents que chez les gymnospermes et les angiospermes dicotylédons. Ce sont des cellules indifférenciées, bien sûr, ce sont des cellules méristématiques souches qui vont provenir soit de méristèmes primaires, soit du rajeunissement de cellules déjà différenciées, généralement des cellules parenchymateuses. Ces méristèmes-là se localisent dans les parties âgées du végétal. Ils vont assurer la croissance en épaisseur par ajout de nouveaux tissus qu'on va voir dans quelques minutes. Les cellules sont rectangulaires. Elles sont disposées en fils très irrégulières, allongées dans l'axe de l'organe. Leur paroi elle est mince, elle est de nature cellulosique. Les mitochondries sont nombreuses. Il y a aussi des plasmes, mais aussi des vacuoles. On distingue 2 types de méristèmes secondaires. Le cambium, dit aussi assise libérolineuse, désigné par l'abréviation ALL. C'est la zone dite aussi génératrice interne qui produit des cellules permettant l'augmentation du diamètre de la tige ou du tronc. La production des cellules est saisonnière et surtout active en été. Le cambium produit le bois, dit aussi xylème secondaire vers le centre de la tige, et le libère, appelé aussi phloème secondaire, vers l'extérieur de la tige. Voici un schéma explicatif qui vous montre la mise en place simultanée
de fils de cellules de xylème secondaire et phloème secondaire de part et d'autre du cambium qui est le méristème secondaire. Regardez bien que les cellules du cambium, de la cise libérolineuse, sont rectangulaires, allongées dans le sens de l'organe, de la section transversale de l'organe, d'accord? Et là, vous avez le phloème secondaire, et là, c'est le xylème secondaire. La différence de coloration entre ces trois types cellulaires, entre cambium, phloème et xylème, elle est due à l'utilisation de ce qu'on appelle un colorant, c'est une double coloration, au carmino vert, qui est une combinaison entre le carmin aluné et le vert d'iode, qui va réagir d'une manière différentielle avec la paroi des cellules suivant leur nature. Donc tout ce qui est pectocellulosique, ça se colore en rose, et tout ce qui est lignifié, ça se colore en vert. Donc ce qui veut dire que le xylème secondaire, il est principalement formé par des cellules à parois lignifiées, ce qui justifie la coloration verte. Et tout ce qui est phloème et cambium, ce sont des cellules qui sont encore vivantes et dont la paroi est cellulosique, il va réagir avec le carmino vert et va s'imprégner en rose. Donc ce sont des notions que nous allons détailler en travaux pratiques, Inch'Allah. Donc, voici un autre schéma explicatif du fonctionnement du cambium libéroligneux. L'exemple, on va prendre comme exemple une tige. Donc, la bande jaune, c'est le cambium. De part et d'autre du cambium, on a le xylème 1 et le phloème 1 au début. Donc, chez une tige jeune. Donc, une fois le cambium entre en fonction, donc il va générer deux types de tissus. Le phloème secondaire vers l'extérieur et le xylème secondaire vers l'intérieur de la tige. Donc, et comme le xylème 1 il est situé vers le centre de la tige, il va conserver sa place, d'accord, il ne va pas changer sa place, mais c'est le cambium qui va être repoussé vers l'extérieur au fur et à mesure qu'il formera du xylème secondaire. Une autre chose que vous devez remarquer, c'est que la fréquence du fonctionnement du cambium, c'est une fréquence asymétrique, puisque la production du bois est beaucoup plus supérieure que celle du libère, ce qui fait que l'épaisseur du bois formé est toujours beaucoup plus importante que celle du phloème vers l'extérieur, avec un déplacement du cambium vers l'extérieur de la tige et un accroissement du diamètre de l'organe en question. Donc, on arrive maintenant au deuxième méristème secondaire, c'est le phylogène, dit aussi assise subérophylodermique. En abréviation, on parle de la SP, assise subérophylodermique, parce que c'est une assise qui va donner naissance au subère, appelé aussi le liège, vers l'extérieur de l'organe, et vers l'intérieur, on aura formation d'un tissu vivant qui s'appelle le phyloderme. C'est la zone génératrice externe. Le phylogène, le subère et le phyloderme vont former l'écorce, ou le périderme, qui est comment dirais-je, un tissu de revêtement sur lequel on va revenir par la suite. Donc, pour vous faciliter la compréhension, voici le détail de l'agencement de ces deux méristèmes secondaires. Donc, voici le cambium, bien l'assise libérolineuse, qui va distinguer entre le bois vers l'intérieur de la tige et le libère vers l'extérieur. Et là, on a le phyloderme, le phylogène, pardon, qui va être la ligne de séparation entre le subère vers l'extérieur et le phyloderme vers l'intérieur de la tige. Pour bien comprendre, vous voici le même schéma agrandi. Donc, l'assise génératrice subérophylodermique, ou dit aussi l'assise externe, d'accord, qui va séparer le subère du phyloderme et du libère, d'accord, le libère qui est le deuxième tissu formé par le cambium, d'accord. Là, voici l'assise génératrice libérolineuse qui va séparer le libère vers l'extérieur et le bois formé par le duramen, ou bien le bois âgé, de l'aubier, et l'aubier, ou bien le bois jeune.
toujours le duramen, il a une couleur un peu plus foncée que le bois dit aubier ou bien aubier. D'accord? Donc c'est ça, c'est le contenu de cette remarque-là. Le cœur de l'arbre, il est formé par le duramen, qui est une zone qui ne comporte plus de cellules vivantes. Toutes les cellules sont mortes. Le bois, il est dur, compact, dense, souvent beaucoup plus sombre que l'aubier. Ça se voit clairement sur le schéma devant vous. L'aubier, ou bien l'aubour, est la zone du bois la plus jeune. Elle est généralement tendre et beaucoup plus claire que le duramen. C'est la partie contenante des cellules vivantes et c'est l'endroit où les insectes xylophages polluent davantage et peuvent présenter des dangers énormes pour les arbres fruitiers. Un bois, ça présente toujours des cernes concentriques qui correspondent normalement aux accroissements annuels. Il possède une zone claire qui représente le bois du printemps et une zone beaucoup plus foncée qui est le bois de l'été et de l'automne. Et on a une application de cette alternance de cernes, c'est la détermination des âges des arbres et des troncs et des plantes en général, surtout les plantes ligneuses. Donc, il suffit de compter les cernes qui se succèdent, qui séparent le cambium du xylème primaire. Donc le N, c'est le xylème primaire, et là, c'est le cambium. Donc si on fait le compte de ces cernes-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 7 cernes. Donc c'est un tellule, c'est un tronc de tellule âgé de 8 ans. Donc pour mémoriser ça davantage, vous voici une localisation schématique de tout ce que nous avons étudié. Donc au centre d'un tronc, on a le duramen, d'accord? Avec l'aubier, ça forme le bois, séparé du phloème secondaire par le cambium, et le phylogène subaire et phylloderme forment l'écorce. Donc, vous voici un autre schéma beaucoup plus explicatif. Les cellules rectangulaires et agencées du cambium qui vont séparer le phloème et le xylème, les deux tissus conducteurs secondaires qui vont assurer la conduction de la sève élaborée pour le phloème et celle de la sève brute pour le xylème. La conduction de la sève élaborée, c'est une conduction descendante des parties aériennes qui réalisent la photosynthèse vers les autres parties de la plante, alors que la sève brute, c'est une ascension vers l'eau de la sève brute constituée par l'eau et les sels minéraux principalement. Donc, le tronc de genêt fraîchement coupé vous montre ici qu'il est très facile de séparer l'écorce formée par le libère et le liège du bois. Et le point de séparation va s'effectuer en fait au niveau du cambium, qui est le tissu le moins différencié, donc le plus fragile. Ça permet ce détachement, cette séparation facile de l'écorce. On arrive au deuxième type de tissu auquel on va s'intéresser dans notre étude. Il s'agit des parenchymes, dit aussi tissus fondamentaux. Ils représentent un état peu avancé dans l'évolution des tissus, puisque les cellules parenchymateuses gardent de nombreuses potentialités et peuvent se différencier. C'est une notion que j'ai déjà évoquée auparavant dans l'introduction. Ils sont en fait, ces parenchymes-là, le siège des fonctions élaboratrices de la plante, comme la photosynthèse et le stockage des réserves. Ces cellules parenchymateuses sont en général isodiamétriques. Ils peuvent parfois être allongés, plus ou moins arrondis dans les angles. Leur paroi cellulaire est assez mince et ils ont une vacuole bien développée. Une seule vacuole qui est très développée. Les espaces qu'ils délimitent entre elles sont appelés soit méa, soit lacune, selon leur taille. Si l'espace est petit, on parle de méa, et si l'espace est assez grand, on parle de lacune. On distingue différents types de parenchymes. On a les parenchymes assimilateurs chlorophylliens qui se caractérisent par la présence abondante de chloroplastes. Ils sont localisés dans les régions externes des organes aériens. À leur niveau se déroule la photosynthèse. Donc vous voici une coupe dans un mésophile foliaire qui représente ce parenchyme assimilateur hétérogène, puisque c'est une feuille de dicotylédone formée par le parenchyme palissadique et le parenchyme lacuneux spécialisé dans l'assimilation chlorophyllienne et la photosynthèse. Le deuxième type de parenchyme, c'est le parenchyme de réserve. Ils sont situés en profondeur dans les organes souterrains, comme les racines, les tubercules, ainsi que dans les graines.
Les cellules de ces tissus-là sont dépourvues de chlorophylle, mais elles élaborent et accumulent des substances de réserve. Amidon au niveau des plastes, des amyloplastes, des protéines au niveau des aleurons et les glucides dans les vacuoles. Et on a aussi des graisses, c'est-à-dire des traces, des produits lipidiques dans des gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme. Donc un parenchyme de réserve en coupe histologique, ça apparaît comme ça. Donc généralement, les cellules ont un cytoplasme assez dense, riche en plastes, en protéines et parfois même des graisses, dans le cas des graisses. On arrive au troisième type de parenchyme, ce sont les parenchymes dits aquifères. Donc on retrouve le mot aqui, aquila, ça veut dire eau, ça fait référence à l'eau, d'accord? Il accumule de l'eau. Les cellules sont de grandes dimensions, avec une vacuole développée et mucilagineuse. Donc la vacuole, il contient du mucilage pour absorber le maximum d'eau. Ce sont des parenchymes qui abondent dans les tiges et les feuilles des plantes succulentes, dites aussi plantes grasses, adaptées à la sécheresse. Donc c'est une sorte d'adaptation des plantes à la sécheresse, puisqu'ils vont présenter ces parenchymes-là pour mettre en réserve l'eau. Ils vont constituer des réserves d'eau vitales pendant les saisons sèches. Un parenchyme aquifère, ça apparaît comme ça. Donc là, vous voyez que le parenchyme, les cellules sont de grande dimension avec des vacuoles développées et mucilagineuses pour être gorgées d'eau pour la mettre en réserve. On arrive au parenchyme aérifère. Vous trouverez le mot air ici, aérifère, c'est-à-dire on a une mise en réserve de quoi? De l'air. On a un emmagasinement de l'air. Ce sont des parenchymes très fréquents chez les plantes aquatiques. Ils vont constituer un tissu dont les acides cellulaires présentent entre elles des lacunes très grandes qui vont stocker l'air. Un parenchyme aquifère apparaît en coupe comme ça. Donc vous voyez, on a de grosses lacunes, d'accord, qui séparent les cellules parenchymateuses. Donc une autre coupe colorée. Donc voici les grosses lacunes aérifères qui vont emmagasiner l'air, surtout chez les plantes aquatiques. On arrive maintenant au troisième type de tissus, ce sont les tissus protecteurs, dit aussi de revêtement. Ils sont constitués par des éléments qui vont se différencier à la surface des divers organes et vont jouer un rôle de protection. On distingue plusieurs types. On a l'épiderme, il recouvre la surface des feuilles et des tiges jeunes. C'est une assise superficielle constituée généralement par une seule couche de cellules. Les cellules sont ajustées les unes aux autres et sont en général sans chloroplaste. Cet épiderme peut être renforcé par une cuticule et des dépôts de cire. Il peut porter des poils, soit unicellulaires, soit pluricellulaires, dans le cas de poils tecteurs ou poils protecteurs. Donc, vous voici une cellule épidermique, d'accord, protégée davantage par une cuticule. L'épiderme, il est interrompu par la présence de stomates qui va permettre les échanges gazeux. Un stomate est quoi? C'est une formation, c'est une structure constituée par deux cellules réniformes, laissant entre elles une ouverture, c'est l'ostiole. Seules les deux cellules stomatiques se trouvent un espace, la chambre sous-stomatique, et la membrane des cellules stomatiques, elle est d'inégale épaisseur, ce qui va gérer l'ouverture et la fermeture de l'ostiole, suivant les besoins de la plante et suivant la période de la journée et la chaleur de l'air environnant. Le deuxième type de tissu de revêtement, c'est le liège ou bien le subaire. C'est un tissu secondaire qui va prendre naissance à partir d'un méristème secondaire qui est l'assise libéroligneuse. On les rencontre chez les gymnospermes et les angiospermes dicotylédones. La paroi des cellules est imprégnée de subérine. Les échanges gazeux entre les tissus internes et l'extérieur sont assurés par ce qu'on appelle des lenticelles. Le troisième type de tissu de revêtement, c'est le rhizoderme. On trouve ici, dans cette nomenclature rhizoderme,
rhizes, qui fait référence à la racine. Donc, c'est un tissu de revêtement qui caractérise les racines. Ce terme désigne deux zones situées à des niveaux différents sur la racine, à savoir la zone pilifère, formée de cellules vivantes peu différenciées, souvent prolongées par des poils absorbants, et les parois sont minces, sans cuticule et très perméables. Alors que, après la chute des poils absorbants, la zone pilifère va se transformer en une zone subéreuse, composée de cellules mortes différenciées à parois subérifiées. D'accord? Donc, on a déjà discuté de ça quand on a étudié les racines. Donc, pour récapituler, on a trois essentiels tissus de revêtement. L'épiderme, qu'on peut trouver au niveau des feuilles et des jeunes rameaux, le rhizoderme au niveau des racines et le subaire au niveau du tronc et des rameaux adultes, des gymnospermes et des dicotylédones. On arrive maintenant aux tissus de soutien. Ce sont des tissus dont le rôle mécanique est d'assurer la solidité, c'est-à-dire la rigidité des organes de la plante, suivant la nature de la membrane secondaire toujours fortement épaissie. On distingue deux ensembles de tissus. On a le collenchyme et le sclérenchyme. D'accord? Donc, voici le collenchyme et voici le sclérenchyme. Dans une coupe beaucoup plus agrandie, le collenchyme vers l'extérieur et le sclérenchyme vers l'intérieur. Donc, on commence par le collenchyme. C'est quoi un collenchyme? C'est le tissu de soutien des jeunes organes. Les cellules sont vivantes, à parois pictocellulosiques épaisses. C'est un tissu résistant et extensible. Et suivant la disposition des épaississements membranaires, on va distinguer plusieurs types de collenchyme. On a ce qu'on appelle le collenchyme annulaire, le collenchyme tangentiel et le collenchyme angulaire. Le collenchyme angulaire, c'est le moins résistant de tous les collenchymes. Il ne possède pas de méa. Les cellules sont parfaitement jointives. Le collenchyme tangentiel, ou bien lamellaire, on le trouve dans l'écorce de la tige des arbres. Il est plus solide que le collenchyme angulaire. Et dernièrement, on a le collenchyme dit annulaire ou bien rond, à parois très épaisses. Donc, c'est le plus résistant de tous les collenchymes et se trouve dans certaines tiges épaisses. Donc, vous voici les coupes longitudinales des trois types de collenchyme. On a le collenchyme lamellaire, angulaire et le collenchyme angulaire. Donc, le sclérenchyme, c'est quoi? C'est les formés de cellules qui sont mortes, qui ont des parois secondaires épaisses et lignifiées. C'est pour ça, sur les coupes de tout à l'heure, un collenchyme, ça apparaît de couleur rose, alors que le sclérenchyme, ça apparaît un vert foncé qui va jusqu'au bleu. Il confère une rigidité aux différents organes de la plante. Le sclérenchyme, il est abondant chez les végétaux qui sont adaptés à la sécheresse, qui sont appelés les xérophiles, sur lesquels on va revenir en travaux dirigés avec beaucoup plus de détails et qu'on a déjà évoqué dans les parties beaucoup plus antérieures de ce cours. On distingue deux types de cellules sclérenchymateuses. Donc, on a ce qu'on appelle les fibres. Ce sont des cellules allongées et fusiformes. Donc, fibres, c'est allongé et une forme de fusil. Elles sont fréquentes au niveau des faisceaux conducteurs, surtout les faisceaux de xylème. D'accord? Donc là, vous avez une paroi épaisse. Notez la forme fusiforme des cellules. Donc, si on réalise une coupe transversale à ce niveau, donc ça apparaît comme ça. Donc, voici une lumière très rétrécie des cellules avec une paroi très épaisse. D'accord? Donc, une paroi épaisse, renforcée bien sûr par la lignine. Ce qui prouve la présence de la lignine, c'est la coloration. Quand on réalise la double coloration en carmine-vert, donc voici la paroi de tout ce qui est fibre, tout ce qui est sclérenchyme, ça apparaît coloré en bleu, en vert, qui vert vers le. Le deuxième type de cellules sclérenchymateuses, ce sont les sclérides. Donc, ce sont des cellules courtes, de forme souvent étoilée. Ça se trouve, par exemple, au niveau de la pulpe de la poire. Donc, voici une scléride ramifiée d'une feuille incrustée de nombreux cristaux d'oxalate de calcium, observés ici par microscopie électronique à transmission. On arrive au tissu de sécrétion. Il convient de distinguer à ce niveau deux types d'éléments sécréteurs. On a
les éléments qui vont sécréter des substances qui vont rester à l'intérieur de l'élément élaborateur de ces substances-là, c'est le cas des cellules sécrétrices isolées. Ils peuvent être disséminés au sein du parenchyme. Donc on aura un parenchyme parsemé de cellules sécrétrices bien isolées. C'est le cas par exemple des cellules athanin qui se trouvent dans le parenchyme médulaire ou bien cortical des tiges de certaines plantes qui produisent les tanins. C'est le cas aussi des épidermes et des poils sécréteurs, où dans certaines cellules de l'épiderme vont être productrices d'essence ou de résine. C'est le cas des pétales, par exemple. Quelques plantes présentent des pétales dont l'épiderme et les poils sécréteurs produisent des essences. D'accord ? Donc, on arrive au dernier type de tissus, ce sont les tissus conducteurs. Chez les végétaux supérieurs, on a une caractéristique tissulaire ou bien histologique, c'est l'apparition des appareils conducteurs qui vont assurer la circulation des liquides nutritifs appelés sève. Et c'est une adaptation au milieu terrestre imposée par ce passage d'une vie aquatique, totalement aquatique, à une vie terrestre. Donc, la sève brute va être, qui est constituée par les sels minéraux et l'eau, va être prélevée du sol et véhiculée du bas vers le haut. C'est une sève ascendante, on en a déjà parlé, pour atteindre les parties aériennes de la plante. Et ça, il va être acheminé par le xylème, qui est un tissu ligneux, c'est un tissu vasculaire lignifié. Alors que la sève élaborée, constituée de solution, qui est une solution de matière organique élaborée au niveau des tissus assimilateurs, c'est le produit de la photosynthèse, elle va circuler du haut vers le bas, c'est une sève descendante et qui sera transportée par le phloème, appelé aussi tissu criblé. Le xylème et le phloème constituent l'appareil conducteur et sont originaires du même tissu embryonnaire qui est le procambium. Donc, voici un schéma qui vous montre la mise en place du phloème et du xylème en tant que vaisseau conducteur. Donc, en vert, le phloème et en rouge, le xylème. D'accord ? Donc, pour assurer la photosynthèse au niveau des feuilles, et là, c'est l'évapotranspiration. Donc, les trois phases caractéristiques. On a l'absorption au niveau des racines, conduction tout le long des vaisseaux conducteurs et assimilation et évapotranspiration au niveau du système foliaire. Et sur ce, je souhaite bonne chance et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo, la 9e séance, Inch'Allah, dans laquelle on va traiter le détail du xylème et du phloème en tant que tissu conducteur.